Gilles Noton, donc, vous savez qui c'est. Vous savez également qui est Judica Lambach-Albertini et quel est son rôle au sein de l'AUE. Je vous présente Vincent Derulle. Bonjour Vincent, le directeur régional d'EDF, qui participe également à cette table ronde. Je voudrais également signaler la présence de Jean-Marc Ambrosiani, le directeur de l'ADEME Corse, qui lui est en visio, prêt à réagir également lors des échanges tout à l'heure. Et puis Dionanto Fadjanelli, qui lui est bel et bien présent en qualité de maître de conférence à l'Université de Corse et chef de département de la SPI. Bonjour Dionanto et merci d'y participer. Alors pour entrer rapidement dans les débats, on parlait justement de cette connexion aux autres régions qui permet en effet, notamment aux îles, des échanges précieux comme on l'a compris, pour maintenir une forme d'équilibre énergétique qui est indispensable. Et justement, la première question que l'on peut se poser, c'est quand on parle d'autonomie énergétique, est-ce que on envisage de ne plus avoir ce type de lien avec les autres régions? Est-ce qu'on envisage de faire avec ou sans ce câble? Alors déjà, merci de m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être là et content de pouvoir contribuer à ces réflexions sur l'énergie et l'insularité qui sont évidemment très importantes. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Gilles pour sa présentation, parce qu'en à peine 15 minutes, tu as réussi à être très exhaustif et très clair sur ce que sont les contraintes d'un système énergétique insulaire, et c'était pas facile. Donc un grand merci à toi pour ça. Et je vais en profiter pour rajouter une petite précision par rapport à ce que tu as dit et commencer à répondre à la question sur le câble, justement. Le mix énergétique italien et sarde est très proche du mix énergétique français. Et donc finalement, le fait d'être connecté à la Sardaigne ne va pas pénaliser ou dégrader notre mix énergétique puisqu'il est à peu près équivalent au nôtre. Donc, par rapport au fait qu'ils avaient probablement une production carbonée, ils ont une production carbonée, c'est bien une île, la Sardaigne, mais ils ont un mix énergétique qui est très similaire au nôtre. Donc, globalement, ils vont pas nous dégrader notre propre mix énergétique par le fait d'être connectés. Alors, la connexion par câble, et j'en reviens aux contraintes que Gilles a explicitées dans sa présentation. Une des grosses valeurs ajoutées de cette connexion, c'est la stabilité du réseau. Le réseau électrique sarde est 4 à 5 fois plus gros que le réseau corse. Et la stabilité d'un réseau dépend énormément de sa taille. Le réseau européen, qui est complètement interconnecté, est un réseau d'une extrême stabilité. Pour preuve, avec la moitié des centrales nucléaires à l'arrêt en France, on n'a pas de problème de stabilité du réseau. On aura peut-être des problèmes d'énergie. J'ai juste changé les micros, je crois qu'il est un peu meilleur celui-là. Allez-y. Oui, vous êtes je peux pas vous dire, mais bon. Donc on aura peut-être un problème d'énergie cet hiver sur le continent, mais en tout cas, le réseau, il est extrêmement stable. Donc le fait d'avoir ce câble qui nous relie à la Sardaigne apporte de la stabilité au réseau corse, et cette stabilité permet aussi, renforce la capacité à intégrer des énergies renouvelables intermittentes. Donc se passer du câble, ça pourrait avoir un coût qui va bien au-delà de seulement ne pas atteindre l'autonomie énergétique. Donc l'autonomie passera par ces échanges d'énergie. Pendant un certain temps, en tout cas, je pense qu'on n'a pas encore complètement défini toutes les solutions techniques, mais c'est là aussi que ce que disait Julien Paolini, l'innovation et la recherche sont très importantes pour essayer d'aller vers des solutions énergétiques qui nous permettent d'avoir une production le plus locale possible. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là et que le fait de pouvoir s'adosser à un réseau qui nous apporte cette stabilité est essentiel aujourd'hui pour la Corse. Gilles Noton. Oui, je voulais aller dans son sens parce que c'est vrai que, d'ailleurs, je pense que tout le monde l'a remarqué depuis qu'il y a le câble, le Sarco, le deuxième câble qui a été installé après, je ne sais plus en quelle année, tu connais mieux le problème que moi. La stabilité du réseau, enfin la qualité du réseau est quand même meilleure. Après, je ne veux pas qu'on me taxe de copain d'EDF, parce qu'après, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que la qualité du réseau est quand même bien meilleur que ce qui est aujourd'hui. Après, l'histoire de l'autonomie, c'est toujours pareil. Alors, aller vers une autonomie, c'est ce que je disais tout à l'heure quand ils m'ont un peu interviewé, la petite chaîne de télé de Baleine, je ne me souviens plus, Paez. Télé Paez. Autonomie, oui, aller vers un maximum d'énergie qui provient de chez nous. Après, le problème, si vous voulez, j'ai essayé d'expliquer que le problème des îles, c'est qu'on n'était pas interconnectés. Et ça, c'est un gros problème. Et pourquoi se passer
d'échange possible avec les autres. Je suis toujours un peu... Alors je sais que le mot autonomie est un mot, comment dirais-je, très à la mode qu'il faut utiliser avec une certaine prudence, mais d'un point de vue énergétique, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'avoir une autonomie totale? Oui, une autoproduction maximum, oui, mais pourquoi se couper d'échanger de l'électricité avec les autres à partir du moment où ça nous facilite la vie, probablement, ça va nous permettre aussi d'avoir le fait d'échanger, d'avoir des prix d'électricité quand même beaucoup plus faibles. Parce que justement, les prix que j'ai montrés, c'est justement enfin, après, ils valent ce qu'ils valent, ces prix, mais c'est justement du fait qu'on ne soit pas interconnecté qui pose ce problème-là, quoi, voilà. Alors, autonomie en matière de production, ça passe peut-être, et peut-être que vous pourriez... Non, puisqu'il a un micro, donc c'est pas... Oui, absolument. Peut-être qu'on pourrait passer la parole à votre collègue pour compléter cette vision, s'adosser également à du stockage. Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense que pour commencer, il faudrait peut-être même aussi pour le grand public... Un petit peu plus près de votre bouche. Ce qu'on entend par autonomie. Et c'est vrai que ce matin, c'est quelque chose qu'on n'a pas tout à fait abordé. On dit souvent que la Corse vise une autonomie à 2050, mais je pense que la plupart des gens ne savent pas ce qu'on vise réellement à 2050. Est-ce que c'est répondre à 100% de notre consommation par nous-mêmes, donc dans ce cas-là principalement avec du renouvelable, ou est-ce que justement c'est renforcer nos liens avec la Sardaigne et l'Italie et être moins dépendant un petit peu même des aléas, ne serait-ce que météo? Si on est trop dépendant du photovoltaïque, forcément on s'expose à potentiellement des problèmes. Et donc cette notion-là, je trouve qu'elle est assez importante, peut-être plutôt pour l'AUE vis-à-vis de la PPE. Est-ce qu'on a une définition un petit peu claire de l'autonomie envisagée à l'horizon 2050? Judy Kael. Donc qu'est-ce que l'autonomie? Non, l'objectif, effectivement, c'est donc l'autonomie énergétique, et on peut l'entendre vraiment de deux façons. Est-ce que c'est une couverture, on va dire, sur une année de 100% des besoins par des énergies renouvelables et une production, que l'ensemble des consommations soient couvertes, mais c'est en bilan cumulé? Ou est-ce que c'est à tout instant? Et du coup, on se confronte à deux sujets. Il y a un sujet, on va dire, je vais faire un exemple. On a dans le mix électrique, dans le graphique, c'était en 2020, 34% de part d'énergie renouvelable dans le mix électrique. Un tiers de l'année, on avait été à 100% renouvelable. Sauf que c'est pas, du coup, un tiers des 365 jours, donc c'est pas 125 jours en continu. C'était une certaine part de la production à certains moments de la journée. Et c'est là où, du coup, on se heurte et on se confronte aux réalités, aux conditions techniques d'équilibre du réseau à chaque instant. Néanmoins, c'est les solutions avec le stockage qui permettent aussi de décaler les charges. C'est toutes les solutions de gestion des réseaux, de réseaux intelligents. On le voit avec l'arrivée des véhicules électriques. On a tout un sujet sur le décalage de la charge pour à la fois répondre à un enjeu réseau qui est ne pas mettre le système en vrac ou en trop de tension, et en même temps s'assurer que la charge du véhicule est la plus verte possible, en fonction des heures à laquelle on charge. Donc après, sur l'autonomie à 2050, dans les textes, je vérifierai, mais c'est quand même une couverture à 100% des besoins de la Corse par des ressources renouvelables locales. Ensuite, quelle est la part ou le poids des câbles dans ces échanges? Il y a aussi des sujets, on ne l'a pas évoqué, mais c'était, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi revendre de l'électricité à l'Italie? On a trop d'énergie, on revend. Les échanges vont aussi un peu dans les deux sens, de temps en temps. Même sur Open Data, on voit il y a des parts négatives, c'est des parts c'est les échanges. Dans l'exemple de Tilo, ce qui était très intéressant, c'est qu'on voit quand même une archipel d'îles avec un câble, et elles sont reliées. Bon, c'est les îles d'un même pays, ça doit faciliter un certain nombre d'échanges, mais ça va être quelle est la part du câble? Est-ce que le câble peut être aussi un avantage donc pour l'intégration, pour l'atteinte de l'autonomie énergétique? Après, à définir précisément comment en 2050. Si le directeur de l'ADEME Corse veut se mêler à cette table ronde, puisqu'il a demandé la parole, je vous propose, Jean-Marc Ambrosiani, de la prendre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Merci de m'accueillir et désolé de ne pas avoir pu vous rejoindre sur site parce que j'aurais très volontiers passé la journée avec vous pour échanger.
Peut-être juste effectivement pour repartager que l'autonomie énergétique inscrite dans la loi Transition écologique et croissance verte depuis 2015 prévoit l'autonomie énergétique de l'ensemble de nos îles françaises à l'horizon 2050. Nous partagerons tout à l'heure en début d'après-midi avec vous les travaux qu'on a fait à l'ADEME pour mesurer les conditions de cette stabilité d'une autonomie. Et effectivement, comme c'est suggéré par mes prédécesseurs autour de la table, effectivement, le besoin d'un câble de secours est une évidence, même à l'horizon 2050, compte tenu des hypothèses qu'on a fait ensemble dans le cadre de la projection de la PPE. Donc, c'est une sécurité, c'est une stabilisation de l'ensemble, c'est effectivement quelque chose qui semble difficile d'envisager de retirer à l'horizon 2050 en tous les cas. Je voulais surtout insister sur le fait qu'on parle souvent, quand on parle d'autonomie énergétique, on part souvent tout de suite sur les questions d'énergie électrique. Et il y a un sous-sujet qui est clairement dans la PPE, qu'on a balayé, et je dis qu'elle nous en a parlé tout à l'heure, mais toujours un petit peu plus vite que le reste. Et pour nous, à l'ADEME, c'est vraiment important que tous les acteurs en soient conscients. Il y a toute une partie de l'énergie qui ne consomme pas d'énergie électrique, ou très peu, beaucoup moins que d'autres solutions. C'est tout ce qui est chaleur renouvelable. Et là, il y a des solutions qui existent, qui sont déployées beaucoup sur le reste du territoire national et sur des îles notamment. Des énergies renouvelables de récupération, des réseaux de chaleur ou d'eau tempérée pour distribuer cette énergie, ces calories, qui du coup consomment beaucoup moins, tirent beaucoup moins sur les réseaux électriques et apportent quand même un service énergétique à toute la population, aux entreprises. Et c'est un des enjeux sur lesquels on a un enjeu fort à développer des choses ici en Corse. On a des moyens, on manque de projets, malheureusement. On a encore cette année restitué au niveau national près de 5 millions d'euros qu'on n'a pas utilisés parce que on n'a pas assez de projets. Je dis malheureusement parce que c'est la deuxième année de suite avec le plan de relance qu'on doit rendre au niveau national des budgets conséquents qui étaient là. Donc voilà, il y a un enjeu à développer cette chaleur renouvelable, la capacité de la produire, la capacité d'utiliser notamment l'énergie du sol, qui rencontrera beaucoup moins d'opposition que ne le rencontrent aujourd'hui des éoliennes, par exemple. Partout où on veut essayer, on pourrait envisager d'essayer de développer de l'éolien. Vous savez le caractère irritant de tout projet de ce type-là. Et voilà, donc on a d'autres technologies, il ne faut surtout pas les oublier et presque il faut leur donner une place aujourd'hui bien plus importante si on veut atteindre nos objectifs de se rapprocher de cette autonomie énergétique. Par rapport à l'augmentation de la part des énergies renouvelables, Vincent Derulle, dans la production énergétique, est-il important de coupler finalement cette augmentation à du stockage pour essayer justement de réguler le côté intermittent de ces énergies fort intéressantes ? Alors oui, le stockage, c'est la solution un peu magique. Alors Gilles l'a illustré en disant qu'on allait aller vers un système énergétique dans lequel on va avoir plus d'énergie décentralisée, plus d'énergie intermittente, et qu'une des réponses sur lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est des solutions de stockage. Alors stockage, il y a deux aspects dans le stockage, enfin il y en a beaucoup plus, mais il y en a deux qui sont aujourd'hui déjà existants en Corse, ou en tout cas avec un potentiel. Donc il y a une première batterie de 5 MW qui a été un projet qui a été porté, développé, mise en service par Corsica Sol, et c'est une batterie qui se trouve à Prat et qui est aujourd'hui mise à disposition du gestionnaire de système, donc d'EDF, pour pouvoir utiliser l'énergie et donc stocker l'énergie lorsqu'on est en excès de production par rapport à la consommation. Donc on stocke l'énergie généralement plutôt dans la journée quand on a de l'énergie photovoltaïque, et on la restitue le soir. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà existant. Donc grâce à Corsica Sol qui a développé le projet et qui aujourd'hui a travaillé avec EDF pour permettre l'utilisation, l'optimisation de l'énergie qui est stockée dans cette batterie au bon moment. Et enfin, et dont on dira certainement davantage cet après-midi. Et enfin, on ne peut pas parler de stockage sans parler d'hydraulique. On en a beaucoup parlé. L'hydraulique en Corse, c'est quand même 200 MW de capacité électrique installée, ce qui est significatif. C'est à peu près 20% de la puissance totale installée.
Et l'hydraulique, c'est une solution de stockage parfaite. Alors, on ne maîtrise pas la source première puisque ça dépend des précipitations, sauf si, et là c'est aussi un projet qui est inscrit dans la PPE et que je pense est quelque chose qui est très important pour le territoire, sauf si on a la capacité de réutiliser cette eau plusieurs fois. Et comment on fait ça? En installant ce qu'on appelle une STEP, donc une station de transfert d'énergie par pompage, qui permet, lorsque la configuration du barrage le permet, de repomper l'eau qui a été turbinée dans une centrale hydroélectrique. On repompe l'eau dans le barrage du haut, et en fait on peut faire ça de manière infinie. Et donc l'idée de ce projet de STEP, donc qui se trouverait sur le barrage de Saint-Paul, c'est de pouvoir réutiliser la quantité d'eau qu'on aura turbinée à la pointe du soir, la remonter dans la journée en utilisant de l'énergie photovoltaïque et de pouvoir comme ça indéfiniment recréer de la ressource hydraulique. Donc ça fait partie des projets importants qui contribuent à la stabilité du réseau et qui renforcent la possibilité d'intégrer des ENR. Donc oui, le stockage est une solution, et le stockage, c'est pas juste des batteries. Il y a plein d'options de stockage qui existent. Comment l'Université de Corse réfléchit-elle à ces questions-là? Sur quels travaux de recherche notamment êtes-vous en ce moment, Giananto, Gilles? Oui, alors nous, on n'est pas tout à fait sur la même échelle, évidemment, qu'EDF. On ne travaille pas sur le réseau dans son ensemble. Nous, on travaille sur ce qu'on appelle des micro-réseaux. Donc Gilles a présenté ça très rapidement tout à l'heure. Donc un micro-réseau, c'est un petit réseau électrique. Ça peut alimenter, pour qu'on ait une notion de l'échelle, quel genre de bâtiment? Un hôpital, un quartier? Alors un hôpital, c'est toujours très délicat parce qu'ils ont des besoins qu'il faut assurer dans ce mauvais exemple, oubliez-le. Nous, on est plutôt à l'échelle d'un campus universitaire, par exemple. Même si dans un micro-réseau, on peut avoir des charges critiques qui, elles, auront une garantie. Et au contraire, même peut-être plus fiable que le réseau, parce qu'il y aura des systèmes de stockage, il y aura des sécurités également. On peut très bien venir mettre, s'il y a vraiment une charge critique, un groupe diesel dans un micro-réseau. C'est évidemment pas l'objectif de généraliser ça, mais c'est tout à fait envisageable s'il y a vraiment besoin d'assurer une charge en permanence. Nous, l'objectif, bien sûr, dans un micro-réseau, c'est d'avoir un maximum d'énergie renouvelable. Donc là, on peut s'affranchir de la limite du réseau en Corse, qui est actuellement aux alentours des 35% d'injection d'énergie intermittente en instantané, et qui devrait augmenter au cours des années. Donc nous, dans un micro-réseau, on n'a pas cette problématique. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est qu'on peut monter aussi haut que l'on souhaite en énergie renouvelable. L'inconvénient, bien sûr, c'est qu'il faut le coupler à des systèmes de stockage qui sont encore aujourd'hui très coûteux. Donc nous, ce sur quoi on travaille, c'est comment gérer les flux d'énergie au sein d'un micro-réseau pour optimiser cette viabilité économique. Donc on va décider à chaque instant, en fonction à la fois de la prévision de la ressource solaire, qui va impacter évidemment notre production, également en fonction de l'évolution des consommations, donc très compliqué aussi à prévoir. C'est quelque chose, j'y parlais du côté aléatoire des énergies renouvelables, la consommation aussi. À l'échelle de la Corse, on peut avoir quelques informations. À l'échelle d'un micro-réseau qui va juste contenir quelques bâtiments, c'est déjà beaucoup plus difficile d'avoir une estimation fiable de la consommation. Et un dernier point, ça va être l'évolution des tarifs d'achat et de vente de l'électricité. Actuellement, on vend avec un coût constant et on achète soit avec un coût constant, soit avec un coût qui va dépendre de l'heure, mais qui est connu à l'avance. Ça, dans le futur, c'est quelque chose qui peut évoluer. C'est déjà le cas sur les gros marchés, dynamique, par exemple? Voilà, tout à fait, oui. Et donc, nous, dans nos algorithmes, on peut prendre en compte cette tarification dynamique pour justement stocker au bon moment, acheter au bon moment, revendre au bon moment, et ainsi de suite. Donc ça résume vraiment notre travail au sein de l'équipe. Alors moi, j'aurais encore plein de questions à vous poser. D'ailleurs, si la salle ne prend pas le relais, j'irai sur ce terrain-là. Oui. Je voulais juste rajouter un élément pareil, qui a été évoqué, c'est sur la capacité à intégrer les énergies intermittentes. Côté EDF, on travaille aussi beaucoup avec les producteurs. Parce qu'on a parlé des solutions de stockage, mais les producteurs d'énergie, notamment photovoltaïque en Corse, ont un rôle essentiel à jouer, parce qu'on a la capacité à rendre ces installations de production plus résistantes à ce qu'on appelle généralement des creux de tension. En fait, la limite des 35% aujourd'hui, c'est pour éviter l'effet château de cartes. En gros, ce qui se passe, c'est que si on a un nuage qui passe et qu'on a quelques installations photovoltaïques qui commencent à partir, elles partent toutes. Et donc là, c'est l'effet château de cartes et on perd le contrôle du système. Donc pour éviter ça, on limite à 35%, parce que
dans ce cas-là, le château de cartes, il n'est pas trop gros et on arrive à garder le réseau à le debout. compenser, à lisser. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est travailler avec les producteurs de telle sorte qu'ils soient un peu insensibles à des phénomènes qui peuvent se passer sur le réseau. Et donc, quand on a des creux de tension, eh ben, on n'a pas l'effet château de cartes. C'est-à-dire que les moyens de production photovoltaïque résistent un petit peu. Et donc, on pourrait, dans ce cas-là, aller un peu plus loin dans leur intégration. Est-ce que vous avez envie de poser des questions? Voilà, parce que j'ai les miennes, mais je voudrais surtout vous entendre, vous. N'hésitez pas, vous me faites signe, vous levez la main, et je vous donne le micro pour que tout le monde, y compris les personnes en visio, vous écoute et vous entende. Merci. Marie-Laure Nivet. Donc j'ai eu la chance de participer avec Gilles et les autres sur le projet Tilos. Et dans le cadre de ce projet, il y avait justement un essai de mobilité électrique avec une borne rechargée de façon solaire. Et moi, ça me fait peur, je dois dire, les 50 000 voitures à viser 2000, je ne sais plus combien. Parce que dans le genre assez incontrôlable, on va avoir des charges sur le réseau qui vont être du fait des utilisateurs des voitures qui vont se décider peut-être et sûrement potentiellement tous au même moment à recharger leur voiture. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On peut même ajouter à cette préoccupation le gaz des villes et sa disparition programmée. Effectivement, hein, si tout ça arrive en même temps, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la réponse émotionnelle, c'est de dire moi aussi, ça me fait peur. Non, la vraie réponse, c'est que, et c'est pour ça qu'on y travaille beaucoup. Alors, pour moi, il y a deux éléments importants. Alors, il y en a un des deux, je vais juste l'énoncer et après, je laisserai, je pense, à Judicaël de répondre. Un des premiers éléments de réponse, c'est la maîtrise de la demande de l'énergie. C'est-à-dire faire en sorte de laisser de la place, de créer de la place pour des nouvelles consommations qui vont arriver. Mais ça, je pense que Judicaël pourra compléter. L'autre réponse, c'est la pilotabilité de la charge. C'est-à-dire, et on se bat pour ça aujourd'hui, on fait en sorte de faire comprendre à la fois aux développeurs, mais à la fois aussi aux régulateurs, que si la charge n'est pas pilotable, on va vers des situations qui vont être compliquées. Typiquement, un véhicule électrique, vous l'avez très bien dit, c'est quelqu'un qui décide de se charger n'importe quand et n'importe où. Et on a les deux variables, le n'importe où et le n'importe quand. Et en plus, on ne sait pas qui, on ne sait pas combien, et on ne sait pas pour combien de temps. Donc, en termes de prévision de la demande, on est dans des choses qui deviennent très complexes à gérer. Mais si la charge elle est pilotable, et ben dans ce cas, on enlève une contrainte, ou en tout cas on donne un levier supplémentaire au gestionnaire de système, de manière à pouvoir adapter la charge aux autres contraintes du réseau. Donc la pilotabilité de la charge, c'est quelque chose d'essentiel si on veut aller vers plus de mobilité électrique. Et on veut aller vers plus de mobilité électrique, donc il faut absolument que les bornes soient pilotables. 50 000 véhicules, juste pour donner quelques ordres de grandeur, 50 000 véhicules, si on considère qu'on a une borne pour 2 véhicules, et je suis bien en dessous de la réalité, et qu'on prend 3 kW par borne, ce qui est le minimum si les bornes sont installées chez les gens, vous faites 50 000 divisé par 2, ça fait 25 000 fois 3, je vais laisser les gens de l'université faire le calcul, mais on est à 75 MW, c'est-à-dire l'équivalent de 2 tiers de la centrale du Vazio ou 2 tiers de la centrale de Lucciana. Donc on est dans des quantités d'énergie importantes si on n'a pas la capacité à la piloter. Donc oui, j'ai peur, mais je m'arrête pas sur la peur. On travaille et on fait en sorte que les choses la peur ne nous paralyse pas. Bonjour, Paul Courcimon, Innovéol. 2 questions, je ne sais pas à qui elles s'adressent, mais peut-être quelqu'un trouvera. Nous avons en Corse un spécialiste du stockage vert, Stepsol, et la question du stockage est vraiment fondamentale avec des énergies intermittentes. Donc ma première question est pourquoi il n'y a pas de réalisation de Stepsol en Corse et que ça se développe plutôt en Amérique du Sud apparemment. La deuxième question est comment se fait-il qu'on n'arrive pas à utiliser les aides du fonds solaire et qu'on perde des moyens alors qu'on a une ressource phénoménale en Corse? Ne vous précipitez pas tous pour répondre. Alors, moi, je voulais terminer de... Ah, la question était derrière, non ? C'était juste sur la mobilité électrique, c'était juste deux éléments. Puisque sur le débat, en 2015,
Du coup, on se disait, il faut développer la mobilité électrique, mais avec parcimonie. Il faut développer des stations de recharge avec du photovoltaïque, faire tout déconnecter du réseau. Il faut vraiment protéger le réseau. Ensuite, on a mené un certain nombre d'études, des études du coup qui ont été menées par l'ADEME et l'AUE en lien avec EDF et un certain nombre de services. C'était une étude qu'on a menée dès 2017, dès 2018, très, très poussée par rapport à même d'autres choses qui existaient. Et on a pu simuler les impacts sur le réseau. Les impacts, on n'avait pas les mêmes ordres de grandeur. On était plus à l'ordre de 30 MW dans le pire des cas. Mais parce que tout le monde ne se recharge pas forcément en même temps. C'est une chose. Après, c'était 30 MW et en termes de recharge, c'est des choses qui étaient acceptables par le réseau. C'est les valeurs qui ont été reprises du coup dans le projet de PPE ont été reprises également dans les simulations de l'équilibre offre-demande afin de s'assurer que le système puisse répondre aux demandes. Mais l'analyse du coup qui est totalement partagée, c'est enjeu réseau, le pilotage. Le pilotage permet de réduire cet impact à la pointe. En mettant du pilotage, on passe de 30 à la pointe, 30 MW à 9 MW. Donc le pilotage, enjeu essentiel de maîtrise de l'impact sur le réseau, et également la mise en œuvre de mesures pour accompagner sur quand est-ce qu'on se recharge, comment on se recharge. Si du coup on peut se recharger à un moment en journée, on se met aussi en adéquation avec des heures de production du photovoltaïque. On va augmenter la charge au niveau régional et du coup répondre à permettre aussi d'accepter davantage de photovoltaïque sur le réseau. Donc là, en termes de couverture, sans pilotage, on était quand même à 50% de couverture avec une recharge avec des heures en termes de 50% de couverture par énergie renouvelable, donc à la fois du photovoltaïque, mais également le soir. Le soir, on a de l'éolien et on a de l'hydroélectricité. Mais en mettant en place le pilotage, les comportements, l'adaptation et le véhicule to grid et le stockage, on pouvait monter jusqu'à 80%, 90% de charge renouvelable. Et par rapport aux deux questions de monsieur? Donc, alors, sur Stepsol, on pourra peut-être laisser répondre le président de Stepsol. Et sur le solaire, je crois que Jean-Marc Ambrosian voulait répondre, mais... Jean-Marc? Je ne sais pas si c'était le fonds solaire thermique. Alors, nous, on a quand même des... Pour mettre en œuvre les actions de la PPE, on lance des appels à projets avec l'ensemble des partenaires et on a en particulier un appel à projet dédié au solaire thermique dans le secteur du tourisme, et en particulier avec des volets secteur du tourisme et santé et hôpitaux. Donc un volet qui marche très bien, mais on a 20 30 projets par an auxquels on arrive à répondre au travers de besoins. Après, par rapport à la question du fonds solaire, c'est le fonds national, donc c'est peut-être pour ça, c'est plutôt Jean-Marc, s'il y a des questions d'adaptabilité des fonds, est-ce que ça correspond ou ça ne correspond pas? Jean-Marc, brièvement, s'il vous plaît. Oui, alors pour faire très court, peut-être effectivement sur les appels à projets qu'on gère en partenariat avec l'AUE, avec nos amis de l'AUE, on a effectivement peu de projets qui se déposent parce que peu de petits projets, peu de volonté individuelle, parce que là on est sur des petits projets. À l'inverse, dans les grands fonds, parce que le fonds chaleur de l'ADEME qui me met à disposition en Corse 5-6 millions d'euros tous les ans, c'est un fonds de 500 millions d'euros sur lequel on a aussi des appels à projets nationaux sur des grosses installations de chaleur renouvelable. Eux ne trouvent pas non plus il n'y a pas non plus de porteurs corse qui viennent déposer des projets, qui viennent monter des projets en Corse. Une des raisons sur la partie chaleur renouvelable proprement dite, chaleur solaire renouvelable proprement dite, c'est qu'il faut qu'il y ait des débouchés derrière. Et les débouchés, c'est essentiellement sur de la distribution de cette chaleur qu'il faut mettre en place derrière. Donc il faut aussi un engagement politique des communes, des Comcom, des collectivités de tout niveau, je vais dire, pour s'engager à revoir un peu la structure de la distribution, de cette nouvelle distribution dans les villes. Et ça, c'est un nouvel écueil en Corse qui fait qu'il y a une
une volonté politique, enfin un nombre de politiques qui n'ont pas encore passé le pas. Alors on essaye de les éduquer, de les convaincre, de leur expliquer tous les bénéfices qu'ils peuvent aller chercher à travers ces solutions pour leur population et pour leur collectivité, puisque eux aussi vont pouvoir en profiter pour faire de grandes économies d'économies financières, puisque l'énergie sera là. J'omettais de commencer par dire qu'il faut toujours commencer par des économies d'énergie, bien sûr, mais tout le monde le sait. J'avais juste un petit mot, je voulais juste souligner que les véhicules ne sont pas qu'un danger dans les perspectives futures. Les véhicules, à condition d'être programmés, et ça on partage tous la même optique, peuvent avoir cet avantage d'être aussi une très grosse capacité de stockage pour ces énergies intermittentes. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de véhicules qui restent sur les parkings. Ils peuvent redistribuer, redonner une partie de l'énergie qu'ils ont stockée dans des moments où on a besoin pour absorber des pointes d'énergie, de besoin. À ce moment-là, ils font partie de la solution eux aussi. Mais effectivement, c'est des évolutions techniques et technologiques des réseaux, des pilotages des réseaux, sur lesquels il y a encore du travail. Il y a déjà des expérimentations qui se font et qui sont convaincantes. Mais on est encore dans le monde pré-industriel, on n'est pas encore dans l'industrialisation. Il pourrait y avoir des projets précurseurs ici en Corse, je pense sans problème, vu les compétences que développe notre université et notre école d'ingénieurs. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour être aussi parmi les premiers expérimentateurs. Merci Jean-Marc. Un complément de réponse à venir avec Vincent Derulle, le directeur d'EDF. Mais tout de suite, pour finaliser l'interrogation de monsieur, le directeur de Stepsol. Bonjour. Merci Novéol de vous inquiéter de notre sort. J'aurai l'occasion cet après-midi, lors de la table ronde, de vous parler de Stepsol et des choses qui vont bien et des choses qui vont moins bien. Moi, j'ai une question à vous poser, parce qu'on a la chance d'avoir et l'université, et l'AUE, et EDF SEI. On a parlé beaucoup du stockage. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est le coût du stockage. Et vous le savez bien, par exemple, pour cette installation de STEP à San Polo, évidemment, à quel prix la Creux sera d'accord pour financer. Moi, j'ai une question à vous poser. Gilles, on a vu dans ta présentation un coût moyen de production de l'énergie à 257 € du mégawattheure en Corse, en 2020, je crois. Moi, ce qui m'intéresserait plus, et j'aimerais bien savoir si quelqu'un d'entre vous peut nous apporter ce chiffre, quel est le coût marginal de production de l'énergie en Corse? Parce que pour le stockage, finalement, c'est ce coût-là qui nous intéresse. Si on est plus cher, si le stockage est plus cher que le coût marginal, il passera pas. S'il est moins cher, il passe. On avait vu dans une délibération de la Creux, je crois que c'était en 2018, ce coût apparaître en Corse. Et ça nous intéressait beaucoup. Aujourd'hui, quel est-il et quelles sont les projections? Est-ce que vous pourriez nous donner de l'information là-dessus? Alors, on est dans une situation un peu anormale en termes de coûts, parce que... Alors non, mais et en plus, en termes de prévision de l'évolution des coûts, on est tous tributaires de ce qui se passe sur les marchés. Donc tout à l'heure on l'évoquait, on a parlé de 800 € du mégawatt. Aujourd'hui on est plutôt autour de 400-450 € du mégawattheure. Donc c'est des montants importants. Le coût marginal dépend aussi. Alors je vais beaucoup vous décevoir, parce que je vais vous faire la réponse que vous n'attendez pas, qui est ça dépend. Le coût marginal dépend aussi du mix énergétique au moment donné. Donc si on a un mix énergétique dans lequel on va avoir beaucoup d'importations, beaucoup de solaire, on va pouvoir arriver à un certain niveau. Si on va utiliser beaucoup de thermique pour des raisons diverses et variées, on aura un coût marginal qui sera différent. Je pense qu'on a les éléments pour pouvoir répondre à ça. Je pense que dans votre logique, il y a peut-être un coût marginal moyen ou un coût marginal saisonnalisé, de manière à pouvoir faire un business plan qui permette de dire ça passe ou ça passe pas. Alors, je ne peux pas m'engager à donner des données, puisqu'en fait, c'est aussi des informations qu'on nous demande de protéger vis-à-vis de notre rôle d'acheteur unique sur le réseau électrique. Mais peut-être que ça peut mériter une discussion un peu plus approfondie sur les hypothèses que vous pourriez prendre en compte pour définir ce coût marginal.
mais plutôt en petit comité. Moi, si je connais pas les coûts marginaux, c'est pas du tout ma spécialité de faire des calculs de coûts, et je suis pas assez compétent là-dedans, mais je me demande même si la question se pose, parce que je veux dire par là, Didier, que on va être obligé de passer par le stockage. Donc effectivement, ça va coûter cher, mais de toute façon, on va pas avoir le choix, quoi. Et à un moment donné, les coûts vont baisser. Enfin, moi, je suis pas du tout un économiste, hein, donc il y a des économistes dans la salle, mais on va pas avoir le choix, parce que si on veut, de toute façon, on va être obligé de passer par les énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est plus... Moi, parfois, on me reproche, quand je parle des énergies renouvelables, de ne pas parler assez de l'aspect environnemental. Mais je ne veux pas en parler, parce que moi, ça fait 40 ans que je fais des énergies renouvelables, et quand j'ai commencé à en faire, on nous traitait d'écolos complètement utopistes, rêveurs, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les énergies renouvelables, c'est pas seulement ça, quoi. Aujourd'hui, on est concurrentiel, je pense... on est concurrentiel par rapport aux autres énergies, encore plus ici qu'ailleurs. Voilà. Et si on veut continuer, on va être obligé de le mettre, ce stockage. Et ce stockage, il va baisser, quoi. Ça me paraît évident. D'accord, ça va nous coûter cher au début, c'est sûr. Mais bon, on ne va pas avoir le choix, de toute façon. Et pour aller dans le sens de ce que dit Gilles, la PPE, dans la version qui est en train d'être finalisée, prévoit 30 à 40 mégawatts de stockage qui vont être installés. Et de la même manière que l'on a subventionné les énergies renouvelables à un moment donné où elles n'étaient pas économiquement viables, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir des solutions techniques et économiques qui sont tout à fait alignées avec le marché, il faudra qu'on puisse subventionner d'autres solutions telles que le stockage c'est malheureusement ou heureusement, je dirais plutôt, le coût de la transition énergétique, et accepter que la transition énergétique passe par des surcoûts, c'est tout à fait responsable pour l'atteindre, en fait. Oui, allez. Alors, juste pour... après, on arrête, je vous promets, sur le stockage, pour laisser la parole. Il y a un guichet stockage qui va être ouvert par la CRE très prochainement, dans lequel la CRE va dire on a besoin de X mégawatts de stockage. Et là, après, ce sera au plus offrant ou au moins offrant. Au mieux 10 ans, voilà. Alors, moi, s'il vous plaît, je suis Muriel Ségon, dit Association Le Garde. Donc, effectivement, puisqu'on parle de stockage, on a quand même en Corse hercynienne un stockage naturel qui est important. Je veux parler de la géothermie. Nous avons au moins 4 potentiels de plus de 120 degrés en Corse hercynienne. Est-ce qu'un jour, on va quand même s'occuper de développer de la géothermie en Corse, puisque cette géothermie, à partir de 60 degrés, qui a été captée à 1600 mètres, Vélizy-Villacoublay, la dernière station mise en place, on arrive quand même à chauffer 12 000 logements. Nous avons un potentiel en Corse qui est très important, on a au moins 4 aquifères au-delà de 120 degrés. Est-ce qu'un jour, on va se pencher sur ce problème? Là, la géothermie, c'est très stable. On peut maîtriser les coûts sur le long terme. Et effectivement, aujourd'hui, on a un potentiel qu'on n'exploite pas et qu'on devrait exploiter absolument, qui viendrait compléter effectivement tout ce qui est développé, tout ce qui a été développé par Gilles jusqu'à présent. Merci. Merci pour votre intervention. Alors allez-y, ça on vous entend parfaitement. Donc sur les énergies renouvelables thermiques, je regardais, oui, Jean-Marc est toujours là-haut. Sur les énergies renouvelables thermiques et la chaleur renouvelable, voilà, vous avez tout à fait raison et Jean-Marc l'a souligné, c'est la part et le point important et la nécessité de développer les énergies renouvelables thermiques. Et du coup, tout ce qui a trait notamment au réseau de chaleur. Au réseau de chaleur et réseau aussi d'eau tempérée. Bon.
En fait, je parlais des réseaux de chaleur. C'était parce que dans la PPE, il y a à la fois le développement des réseaux de chaleur et également, je disais, des eaux tempérées. C'est toute la partie énergie thermique marine, puisqu'il y a les ressources sur Terre et les ressources aussi en mer. Mais on répond à un moment à la même logique, qui est, outre le sujet de valoriser la ressource, elle est de comment transporter cette ressource auprès des besoins. Donc il faut que les sources de chaleur soient proches aussi des besoins. On a les problématiques de réseau. C'est les sujets de réseau de chaleur qui sont des sujets extrêmement structurants et qui prennent aussi beaucoup de temps à monter. Donc, je sais qu'au niveau de l'ADEME, il y a une volonté d'une construction là, d'une task force sur la géothermie notamment. Donc, peut-être que Jean-Marc souhaitait l'évoquer. Jean-Marc Ambrosiani, souhaitez-vous intervenir? Pareil, je vais vous demander d'être assez concis. Tout à fait, effectivement. Il faut bien garder en tête qu'il y a plusieurs types de géothermie. À ce jour, je n'avais pas connaissance qu'il y ait des points de captage de géothermie avec des hautes températures. C'est vrai que si on savait développer en Corse, on sait les développer techniquement, on sait faire. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver des porteurs qui veulent se lancer dans ce type de projet. L'eau de haute température permet effectivement à la fois de produire de la chaleur et de générer de l'électricité, puisque à plus de 100 degrés, on va pouvoir générer de la vapeur et donc de l'électricité. Donc s'il y a des solutions comme ça, s'il y a des potentiels comme ça, il faut effectivement qu'on arrive à trouver des porteurs qui vont se lancer et qui vont avoir l'ambition de se lancer dans ce type de solution. Et après, il y a de façon plus simple et différentes graduations de géothermie et de lien avec des réseaux de chaleur. C'est-à-dire que de la géothermie, on peut en faire avec un puits géothermique qui alimente un hôpital. De la géothermie, on peut en faire avec un puits qui alimente 500 logements dans un quartier. Et toutes ces solutions intermédiaires existent. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est arriver à convaincre les politiques que c'est de leur intérêt de favoriser le développement. Les technologies sont au point, les solutions existent, les moyens financiers sont disponibles. Il manque plus que les porteurs de projets. Merci pour votre réponse. Merci. Encore 3 questions avant la pause déjeuner. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Georges Guironnet, membre de Adiazol et surtout de Négawatt. Concernant la géothermie, la maison de la radio marche depuis 40 ans sur le principe de la géothermie. Et là, en Corse, on sait très bien qu'on a des sources chaudes, et notamment Caldanic, qu'on s'apprête à massacrer avec un projet de pénétrante dans Ajaccio. Donc, je pense que il y a déjà 5 ou 6 ans une journée sur la géothermie à Portici, à laquelle j'ai participé. Je pense qu'effectivement le gros problème de la Corse c'est une question de marché et que les porteurs de projets ne se bousculent pas parce que le marché est très petit et que les grands acteurs rechignent à intervenir en Corse pour différentes raisons. D'une part en termes de marché, d'autre part en termes de complexité des relations. J'ai une question très simple à poser à EDF. Pourquoi Saint-Paul n'est pas déjà réalisé alors que ça fait 10 ans qu'on en parle? J'en profite pour dire qu'il y aura 2 autres interventions et c'est tout. Merci pour votre question, Georges Guironnet. Vincent Derulle. On est entre amis, donc on peut se dire les choses. Non, alors, pourquoi Saint-Paul n'est pas réalisé? Donc, tout d'abord, avant de pouvoir avancer sur un projet tel que celui-là, il fallait valider la faisabilité technique. La faisabilité technique du projet Saint-Paul, elle a été confirmée suite à des essais et elle a été confirmée l'été dernier. Quand je dis ça, alors en effet, c'est un projet dont on parle depuis 10 ans. C'est un projet qui est en soi quelque chose de relativement connu. Une STEP, c'est pas quelque chose qui est particulièrement innovant, on va dire. C'est un processus, une solution technique qui est connue et qui est maîtrisée. La particularité de Saint-Paul, c'est qu'en fait, on veut pouvoir utiliser
donc la conduite forcée qui permet de faire descendre l'eau vers l'usine pour faire remonter l'eau. On veut pouvoir réaliser des services systèmes, donc utiliser l'installation en compensateur synchrone. Alors je suis désolé si j'utilise des termes techniques, on est à l'université donc normalement on a le droit. Et surtout on veut pouvoir avoir la capacité de pouvoir turbiner et pomper l'eau en même temps. Donc ça veut dire que développer un système très particulier, très spécifique sur je dirais la volute qui va permettre de réaliser cette solution-là. On a en plus une turbine très particulière et donc il fallait pouvoir valider la capacité de la turbine à fonctionner sans eau. Donc tout ça, ça a été des essais qui ont été menés pendant à peu près 2 ans, qui ont du mal à aboutir. Il fallait réussir à faire fonctionner cette installation-là de cette manière-là, en fonctionnement prototype. Et il fallait surtout éviter de développer une solution de laboratoire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé avec la R&D d'EDF pour ce projet-là, et les chercheurs d'EDF étaient passionnés par ce qu'on était en train de faire, parce que pour eux, c'était un laboratoire. Et nous, on leur a dit, on ne peut pas développer une solution de laboratoire, on doit développer une solution industrielle. Et donc, on ne peut pas avoir des marges qui vont être de l'ordre du micron et se dire que ça va passer, parce que dans une centrale turbine à eau, on est plutôt de l'ordre du millimètre. Donc ça a pris du temps. Les essais techniques ont été validés à l'été dernier, et depuis l'été dernier, on est maintenant en train dans la phase de business plan, financement, solution, je dirais, financière, technique, économique, discussion avec la CRE pour, comme vous le disiez tout à l'heure, essayer de définir le mode de financement et déjà valider que ce projet-là peut bien être rentré dans les critères de la CRE. Et je dirais le dernier élément, c'est que c'est un projet qui aujourd'hui est inscrit dans la PPE en phase d'ingénierie, donc en phase de conception. Il n'est pas encore inscrit dans la PPE en phase de réalisation, donc la prochaine version de la PPE, qui ne saurait tarder, si j'ai bien compris ce qu'on nous a dit tout à l'heure, permettra de passer la step en phase de réalisation, et à partir du moment où la step rentre en phase de réalisation aussi dans la PPE, on pourra retourner vers la CRE et discuter concrètement de financement. L'objectif pour EDF, c'est évidemment que cette installation soit mise en service le plus rapidement possible, parce qu'elle va rendre beaucoup de services au système. Elle va permettre d'augmenter notre capacité de stockage, d'augmenter notre capacité de production, notamment à l'heure de pointe, et d'augmenter la capacité d'intégrer des énergies renouvelables. Donc j'ai la même urgence que vous à ce que ce projet puisse sortir, avec des difficultés techniques, économiques, contractuelles, etc., qui font que ce n'est pas si simple que ça. Merci Vincent Derulle pour ces éléments d'éclairage. À vous, jeune homme. Bonjour, je me présente, je suis Pierre Coulombon, je suis chargé de projet au sein de Corse Tyrène. Je suis responsable du projet Purage de Corse. C'est un projet de production d'hydrogène afin de décarboner la mobilité corse. J'aurai l'occasion de revenir sur ce projet cet après-midi lors de la dernière table ronde. En plus de ça, ça serait aussi de parler de la nécessité d'intégrer l'hydrogène dans le mix énergétique corse, notamment pour la PPE 2023-2028. En parlant de ça, une note pour la PPE et au préfet de Corse a été envoyée par la délégation Corse de France Hydrogène, qui va voir le jour, avec notamment Corse Tyrène, Corsica Sol et le projet ICOR. J'aimerais revenir sur vos propos, Monsieur Derulle, quand vous avez parlé du château de cartes. Moi, je pense que le château de cartes, c'est le mix énergétique corse dans sa globalité, pas que la part des énergies renouvelables. On le voit, par exemple, l'été, notamment avec les messages qu'on reçoit d'EDF, les gros appels à puissance des véhicules électriques qui déséquilibrent le réseau. Et moi, ma question, elle est plutôt simple. Au lieu de restreindre la part d'énergie renouvelable dans le mix corse, ne pensez-vous pas que c'est peut-être une meilleure idée de rendre des installations de production d'électricité et des stockages d'électricité avec des facultés de pilotage rapide afin de participer activement à la stabilité du réseau électrique? Très pointu comme question. Alors cette capacité de réponse rapide, on l'a sur certains moyens de production, on l'a sur les interconnexions avec la Sardaigne, puisque là pour le coup on a la capacité à agir très rapidement et à les faire contribuer à ce qu'on appelle au service système, à la régulation de fréquence. On l'a sur les moyens de production thermique, donc qui sont des machines tournantes qu'on va pouvoir piloter et qui vont pouvoir répondre à des sollicitations du gestionnaire de système, donc pour faire simple, du dispatching, et contribuer aux variations de consommation de manière à maintenir le réseau stable. Aujourd'hui, on a la capacité à faire ça aussi avec des solutions de stockage comme la batterie APRA dont je parlais tout à l'heure. Les énergies renouvelables aujourd'hui ne permettent pas de faire ça. Les énergies renouvelables
donc photovoltaïques, les installations photovoltaïques aujourd'hui, ne contribuent pas à la régulation rapide, comme on dit. Donc travailler sur ça, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte que les installations renouvelables aient une capacité à résister à des changements, voire à contribuer de manière positive dans un sens ou dans l'autre. Ça fait partie des pistes vers lesquelles on tend. Juste pour revenir sur la difficulté, la tension de l'été et les appels faits par EDF, les appels, ils ont deux vocations en fait. La première vocation, c'est faire la manière dont Gilles a conclu sa présentation, c'est-à-dire que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, et ça, c'est quelque chose dont je suis convaincu. Même si je travaille à EDF, je suis convaincu que c'est vrai et c'est quelque chose vers lequel on doit tous tendre. La deuxième raison, c'est des moments très particuliers à la pointe du soir, à des moments où on pourrait avoir une consommation qui est supérieure à notre capacité de production. Et là, on n'est pas du tout dans des problèmes de régulation et de soutien de fréquence, on va dire, ou de réponse rapide à des variations de réseau. On est à un décalage entre la capacité de production et la demande en consommation. Donc, pour éviter d'arriver dans ces situations-là, et c'est les appels à modération qui ont lieu aujourd'hui sur le continent pour l'hiver, on demande aux gens de faire un effort, baisser la consommation de manière à ce qu'il n'y ait pas ce décalage entre la capacité maximum de production et la demande. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Je vois très bien où vous voulez en venir. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est pas EDF pour le coup qui a la réponse à cette question-là, puisque ça, c'est des choses qui sont inscrites dans la PPE avec des ambitions très fortes de développement. Enfin, comme l'a bien explicité Judicaël tout à l'heure, 600 gigawattheures supplémentaires de production d'énergie renouvelable à l'horizon 2028, si j'ai bien suivi la présentation. 1200, voilà. Donc ça, c'est avec, comme je le disais tout à l'heure, 30 à 40 mégawatts de stockage aussi supplémentaires. Donc ça, c'est des choses qui sont inscrites dans la PPE. C'est des choses qui prennent du temps, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas... malheureusement, la STEP est aussi un mauvais exemple de situation, de projets qui prennent du temps. C'est des projets qui prennent du temps. Et pour le coup, sur le développement de ces projets-là, alors j'ai pas l'habitude d'essayer de me cacher derrière mon petit doigt, mais c'est pas EDF en fait qui porte ces projets-là. Donc nous, on est uniquement le gestionnaire du système. Notre mission, notre vocation, c'est de faire en sorte que ces projets-là puissent être raccordés au système et puissent fonctionner et contribuer à la production énergétique globale. Les développeurs de projets doivent pouvoir avoir tous les éléments de réponse, alors que ce soit régulatoire, financier et contractuel, pour pouvoir développer les projets. Mais vous avez raison. Plus de production, plus de stockage, ça va aider EDF à passer l'été, ça on est bien d'accord. Dernière question, monsieur, je vais vous demander de vous présenter. Oui, bonjour, Pierre-François Soulas-Philippe, je suis prof à Polytech et expert auprès de l'AFNOR dans l'ingénierie industrielle et la prévention des risques électriques. Voilà. Donc mes propos vont dans le sens de tout ce qui est, disons, dit depuis ce matin, mais je vais m'attarder principalement sur un problème qui est récurrent pour notre réseau électrique, et je profite de la présence du directeur d'EDF. Oui, hein, on a bien fait de l'inviter. Il revient cet après-midi, parce qu'il aime ça, donc ça tombe bien. On va le garder à manger avant. Si vous êtes sage, vous mangerez. On va lui donner à manger, il va rester un peu plus cet après-midi. Non, alors mon propos, il est simple. Hein. Il est simple et en même temps, il est très important parce que quand on parle de production, il y a la production, mais c'est pas le tout. Il y a le transport de l'énergie. Et il y a le transport de l'énergie, il y a la distribution de l'énergie, et après il y a la consommation, et après il y a la facturation de l'énergie. Donc moi je me place dans le cas... Ça c'est un détail. Oui, mais vous savez, on va pas parler de détails, hein, monsieur Rull. Hein. Vous savez où ça nous mène les détails, hein, voilà. Donc la production de l'énergie, moi je suis tout à fait d'accord. Je connais parfaitement la production de l'énergie en Corse, hein, et je peux même la détailler si vous voulez, mais c'est pas le propos. Le problème, c'est le transport de l'énergie. Donc
on a 2 réseaux de transport importants au niveau de la Corse. Je pense que c'est à le mettre à l'ordre du jour aussi. On a la HTB. La HTB, c'est la haute tension, hein, Monsieur Rull. Je parle pas sous votre contrôle, mais vous allez acquiescer à ce que je dis. Il y a à peu près 900 km de haute tension en Corse, en 90 000 volts et 63 000 volts. Et il y a environ 5500 km de moyenne tension. Alors, il y a une contradiction dans le discours entre EDF et le discours, disons quotidien. Hein, on parle de moyenne tension pour EDF et on parlera de HTA pour le discours traditionnel. Hein, voilà. Donc, mais la grosse problématique qui se pose, et quand on parle de stabilité du réseau, toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à maintenant, elles sont valables. La stabilité du réseau, les énergies renouvelables, toute forme d'énergie renouvelable, etc. Mais moi, ce qui importe le plus, c'est la stabilité du réseau quand on distribue l'énergie. Voilà. Et on l'a vu ces dernières années, et je parlerai d'un endroit que je connais un peu, hein, c'est le Cap. Hein. Donc EDF a eu de gros problèmes de stabilité du réseau, et grâce à un investissement important pour enfouir les lignes, on est arrivé à avoir cette stabilité du réseau. Donc il y a plusieurs particularités dans la gestion de l'énergie. Il y a d'abord la production, le transport, la distribution, et dans cette distribution, il y a cette instabilité du réseau qui vient du fait que, la Corse est une montagne, ça, tout le monde le sait, hein, et on est en droit on est directement confronté aux embruns, puisque beaucoup de lignes moyenne tension passent le long de nos côtes, et bien sûr, ça nécessite d'énormes coupures. Et grâce, bien sûr, à l'interconnexion des réseaux, on arrive plus ou moins à rattraper le phénomène atmosphérique, je dirais. Et à partir de là, notre travail, et j'ai oublié de dire une chose, c'est que je suis aussi élu de ma commune. Hein. Donc je connais parfaitement le réseau moyenne tension qui est... Est-ce que vous avez une question précise? Oui, mais je vais la poser, la question. On vous écoute. Mais d'abord, il faut poser le problème. Vous voyez, parce que si on ne pose pas le problème, on ne peut pas résoudre le problème. Voilà. Donc à partir de là, moi ce qui m'importe, c'est de savoir, avec EDF et les syndicats des énergies et d'électrification, quel est le travail en commun qui est mené pour limiter ce risque d'instabilité du réseau dont nos communes de l'intérieur et du littoral sont confrontées. C'est un problème en même temps énergétique et en même temps politique. Merci pour votre question. Merci. Alors merci pour votre question. Alors déjà je suis content que vous associez les syndicats d'électrification, puisque en effet le problème n'est pas que chez EDF, il est partagé par les syndicats d'électrification qui d'ailleurs sont les propriétaires des réseaux et nous les donnent en concession pour les exploiter. Alors ce que je comprends dans votre question, il y a sur la stabilité du réseau dont vous parlez, tel que je le comprends, sans vouloir reformuler, mais il y a une question aussi sur les intempéries et sur les aléas climatiques et sur le fait que des réseaux, on va dire aériens, sont plus fragiles d'une certaine manière et plus soumis à ces aléas climatiques. Donc pour répondre, alors vous avez raison, on a à peu près 1000 km de réseau HTB, donc haute tension, et à peu près 6000 km de réseau HTA-BT, enfin HTA comme on dit. EDF, on travaille, enfin un des axes de développement pour améliorer la résilience de réseau, c'est en effet l'enfouissement des lignes. On a dans notre programme d'investissement annuel qu'on réalise depuis de nombreuses années, on enfouit à peu près 100 km de lignes par an. Alors 100 km de lignes, ça peut paraître peu compte tenu du volume de lignes aériennes, mais 100 km, c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui compte tenu des budgets qu'on a, compte tenu aussi des moyens en termes de ressources humaines, ingénierie, réalisation et des partenaires avec lesquels on travaille sur ces projets-là, des partenaires locaux. Donc on a cette ambition, on a ces projets-là d'enfouir le plus de lignes possible. Après, il n'y a malheureusement pas de scénario ou de situation idéale. C'est-à-dire qu'une ligne aérienne, elle est plus fragile, mais quand une ligne aérienne elle est cassée, on la voit. Et donc la réparation, elle est
beaucoup plus facile à faire parce qu'on arrive à plus rapidement voir le problème et agir sur le problème. Une ligne enterrée, quand on a un défaut sur une ligne enterrée, on peut mettre beaucoup de temps à identifier où est le défaut. Et le défaut en lui-même à réparer est plus compliqué parce qu'il faut creuser, il faut faire une fouille dans des conditions qui peuvent être difficiles, etc., etc. Donc, il n'y a pas de solution parfaite entre des lignes aériennes et des lignes souterraines. On essaye d'enterrer le plus de lignes possible là où on pense que c'est pertinent. Le fait d'être dans une montagne, on réalise aussi que quand on doit passer d'un sommet à un autre par une ligne aérienne, en fait, on tire tout droit. Si on devait faire la même chose en ligne souterraine, en termes de longueur de câble, on arriverait à des situations qui sont 4, 5, 6 fois plus long, et donc on augmente à la fois les risques de défauts souterrains, mais surtout on augmente aussi ce qu'on appelle la capacité du réseau, et donc on va se trouver avec des réseaux qui vont avoir des réactions différentes entre des réseaux aériens et des réseaux souterrains. Tout ça devant être bien sûr géré et optimisé par le dispatching. Donc la politique d'augmentation de la résilience des réseaux, c'est quelque chose qui est très présent pour EDF. On investit plusieurs millions d'euros par an sur ça, donc à la fois dans l'enfouissement, mais aussi, je dirais, en travaillant sur des systèmes qui permettent de faire de la reconnexion automatique. Alors je vais prendre un exemple qui va vous parler et dont M. Paolini a parlé tout à l'heure, la tempête du 18 août qui a été dramatique, qui a beaucoup touché les réseaux. Grâce à la résilience des réseaux, et quand je dis résilience, c'est-à-dire le maillage essentiellement, c'est-à-dire le fait que on n'a pas, alors le Cap Corse c'est un mauvais exemple, mais le Cap Corse est une connexion, ce qu'on appelle en antenne, c'est-à-dire une ligne tout droite, sans bouclage. Il y a un peu d'écho. C'est quelque chose qu'on essaye de... Je continue. On essaye de boucler le plus possible le réseau. Lors de la tempête du 18 août, en 24 heures, on a réussi à réalimenter 90% des clients qui avaient été coupés. Donc à peu près 45 000 clients coupés. En moins de 24 heures, on a réussi à réalimenter près de 40 000 clients. Ça s'est fait par des opérations réalisées depuis le dispatching à Ajaccio, qui a pu réalimenter en réutilisant des lignes qui n'avaient pas été endommagées. Dans les 24 premières heures, on a fait très peu de réparations, parce qu'on était plus dans le diagnostic et on était du terrain. Donc la résilience du réseau, elle est réelle en Corse. Si on n'avait pas eu cette capacité-là, l'interruption aurait duré beaucoup plus longtemps et la réparation aurait duré beaucoup plus longtemps. Mais je suis d'accord que on a toujours des situations, on a toujours des poches, on va dire, on a des endroits qui sont connectés en antenne. Ça fait partie de notre plan d'investissement, d'amélioration de la résilience du réseau, de faire les bonnes connexions, de développer les bonnes lignes, d'enterrer là où c'est opportun. Et on est à l'écoute évidemment de tout ce que nous font remonter les communes, les maires des communes sur les situations difficiles et sur les besoins, de manière à intégrer ça dans nos plans d'investissement et dans nos plans de développement. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci Vincent, merci à tous nos participants, merci Judicaël, Gilles, Giananto, merci également à Jean-Marc qui était en visio.